Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse à une maladie que l'on connaît tous, une maladie à laquelle chacun d'entre nous a déjà été confronté au moins une fois dans sa vie, de près ou de loin, le cancer. Chapitre 11, processus tumoral et cancer. Le processus tumoral correspond à la prolifération anormale de cellules qui aboutit à la formation de nouveaux tissus complètement autonomes appelés tumeurs. On appelle cancer l'apparition de tumeurs malignes dans le corps, tumeurs constituées de cellules anormales qui échappent à tout contrôle de division et qui vont avoir tendance à venir envahir les tissus voisins. Le cancer est la première cause de mortalité prématurée en France. Il tue une personne toutes les 3 minutes, soit environ 150 000 personnes par an. Problématique: comment se développe le cancer? Quelles sont les causes de cette maladie? Comment la dépister et la soigner? Tumeur maligne, tumeur bénigne. Bien qu'une tumeur maligne provient directement de la transformation et du développement d'une tumeur bénigne, elle subit de telles transformations que leurs caractéristiques sont totalement opposées. La tumeur bénigne a un aspect macroscopique bien délimité, le tissu est identique au tissu d'origine et la tumeur est contenue dans une capsule. D'un point de vue microscopique, les cellules sont de taille constante, elles ont un aspect normal et une fonction non altérée. Les cellules d'une tumeur bénigne sont bien différenciées. Ce type de tumeur n'est pas ou peu vascularisé, ce qui fait que leur développement est très lent. La conséquence de ce type de tumeur est rarement plus grave qu'une simple compression d'organes. Une simple ablation chirurgicale permet de soigner la tumeur sans risque de récidive. Les tumeurs malignes ont quant à elles un aspect macroscopique irrégulier avec un tissu différent du tissu d'origine. D'un point de vue microscopique, les cellules sont de taille très différente avec un très gros noyau. Elles sont indifférenciées. Les tumeurs malignes sont très vascularisées. Elles vont saigner au moindre contact et leur cicatrisation va rester anormale. Leur développement est très rapide et n'a pas réellement de limite. La tumeur initiale grossit assez vite et elle émet des métastases qui vont se disséminer dans le corps de manière sanguine et lymphatique. Le traitement est complexe et le risque de récidive est élevé. Grand 2, formation et origine du cancer. Petit 1, les étapes de l'apparition du cancer. Le processus tumoral commence toujours par la mutation d'une cellule à la suite d'une modification de son matériel génétique. Quel que soit le facteur à l'origine de la mutation, le processus déclenché suit les mêmes étapes. Première étape, formation de la tumeur bénigne. On parle également d'hyperplésie. C'est un processus de longue durée pendant lequel la multiplication cellulaire lente entraîne la formation d'une tumeur bénigne. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la dysplasie. Donc, cela arrive lorsque une tumeur bénigne subit un développement anormal. Au cours de ce processus, les cellules se dédifférencient. Leur vitesse de multiplication va alors augmenter. À ce moment, la tumeur va développer une résistance à l'inhibition de contact. L'inhibition de contact est un processus biologique qui empêche la multiplication cellulaire lorsqu'il y a assez de cellules au sein d'un tissu. La troisième étape, c'est lorsque la tumeur tend à se rapprocher d'un vaisseau sanguin ou lymphatique. Tant qu'elle ne l'a pas atteint, on reste cependant dans le cas d'un cancer in situ. La quatrième étape, c'est lorsque la tumeur atteint un vaisseau sanguin ou lymphatique et qu'elle dispose de cellules ayant perdu la capacité d'adhérer à leurs voisines. On parle alors d'un cancer invasif avec la formation de métastases. Petit 2, cause et origine du cancer. Petit a, les facteurs mutagènes. Les cancers sont dus à la mutation de certains gènes. On va distinguer plusieurs types de facteurs mutagènes. Tout d'abord, on a les facteurs exogènes, autrement dit extérieurs à notre corps. Dans l'environnement, par exemple, les hydrocarbures, la radioactivité, les rayons X, les UV, l'amiante sont autant de facteurs mutagènes. Dans nos habitudes de vie, le tabac, l'alcool, la nourriture pauvre en fibres ou les additifs alimentaires favorisent l'apparition de cancers.
ou encore certaines maladies infectieuses. Par exemple, le papillomavirus peut entraîner un cancer du col de l'utérus et les hépatites B et C peuvent entraîner le cancer du foie. On a ensuite les facteurs endogènes, c'est-à-dire internes à notre corps. Là-dedans, on va retrouver des prédispositions génétiques. Par exemple, les gens qui ont le gène qui est appelé P51, qui est muté, auront plus de chances d'avoir un cancer. La baisse des défenses immunitaires et un déséquilibre hormonal peut également entraîner un cancer. Petit b, les origines génétiques du cancer. Alors on va distinguer 3 types d'origines génétiques du cancer. Tout d'abord, les mutations des gènes responsables de la réparation de l'ADN. Une cellule qui subit une mutation au niveau de son ADN possède des systèmes moléculaires pour réparer cet ADN. Si un gène impliqué dans la réparation de l'ADN est muté, il peut y avoir apparition d'un cancer. Deuxième exemple, c'est la mutation d'un gène intervenant dans le contrôle de la division. En effet, une cellule cancéreuse échappe au contrôle de division cellulaire. Et on a 2 types de gènes qui vont intervenir dans ce contrôle. Tout d'abord les proto-oncogènes. En temps normal, ils codent pour la production de protéines qui stimulent la prolifération cellulaire. Et si on a une mutation qui entraîne l'activation continue de ce gène, la multiplication cellulaire sera alors tout le temps stimulée et anarchique. Dans ce cas, le gène est alors appelé oncogène. Deuxième type de gène, c'est les anti-oncogènes qui codent pour des protéines qui empêchent la multiplication des cellules. Si une mutation modifie l'expression de ces gènes, ou si une mutation leur fait coder pour une protéine inefficace, il peut y avoir prolifération anarchique de la cellule. Troisième cause génétique du cancer, c'est si un gène responsable de l'apoptose est muté. Dans ce cas, la cellule ne peut plus mourir. Elle devient immunisée à la mort cellulaire programmée. Grand 3, dépistage et diagnostic du cancer. Les techniques de dépistage du cancer sont très nombreuses et variées. Pour chaque patient, on tentera de choisir la méthode qui permet le diagnostic le plus fiable, tout en limitant le côté invasif de l'examen. Parmi les méthodes de diagnostic et de dépistage, on va retrouver l'examen anatomopathologique. Après avoir prélevé un morceau de tissu par biopsie, ponction, frottis ou écouvillonnage, on observe les cellules prélevées au microscope. Les cellules cancéreuses ayant une morphologie caractéristique, cela permet de déterminer si une tumeur est maligne ou bénigne. Autre technique, le dosage de marqueurs tumoraux. Ce sont des molécules qui ne sont produites que par les cellules cancéreuses dans le sang. Donc, par exemple, on a la PCA, ACE, AFP. Le dosage de ces marqueurs permet de connaître l'évolution de la maladie et de connaître, par exemple, l'effet d'un traitement sur la maladie. Autre technique, la fibroscopie. Elle est réalisée avec un endoscope et elle permet de réaliser des prises d'images directes de tumeurs, notamment des voies respiratoires ou digestives. On a ensuite la scintigraphie. La scintigraphie, elle consiste à injecter ou faire ingérer une substance comme par exemple du glucose comportant des isotopes radioactifs. Le glucose va se fixer davantage sur des cellules qui se divisent rapidement, comme par exemple les cellules cancéreuses. En filmant le corps d'un patient qui a ingéré ce genre de substance, avec une caméra au rayon X ou au rayon gamma, on pourra voir les zones qui sont atteintes par des tumeurs. La radiographie, elle est notamment utilisée pour détecter les cancers du système respiratoire et pour le cancer du sein. Dans ce cas, on parle de mammographie. La tomodensitométrie et l'IRM sont indiqués dans le dépistage d'une tumeur maligne plutôt située dans le cerveau. Grand 4. Les traitements du cancer. On va distinguer 3 grands types de traitements du cancer. Le premier, c'est la chirurgie. Elle consiste à retirer la tumeur. Si la tumeur est de grande taille et ou invasive, l'organe touché peut être retiré, et on peut même aller jusqu'à retirer les ganglions lymphatiques qui sont proches. Deuxième type de traitement, la radiothérapie. Dans ce cas, on utilise une source de radiation pour irradier la tumeur. Si la source de radiation est externe, on parlera de radiothérapie externe. Si on place la source de rayonnement au sein de la tumeur, on parlera de curithérapie.
Les rayonnements détruisent l'ADN des cellules visées et entraînent leur mort. Le problème de cette technique, c'est que les tissus avoisinant la tumeur vont également être détruits. Troisième type de traitement, la chimiothérapie. On injecte dans le corps de la personne des substances qui vont lutter contre le cancer. On va distinguer des substances antimitotiques, qui empêchent les cellules de se diviser, et les substances cytotoxiques. Le problème de ces substances, c'est qu'elles vont agir sur toutes les cellules du corps et elles vont provoquer un certain nombre d'effets secondaires indésirables et pénibles. Des nausées, des vomissements, la perte des cheveux, grosse fatigue, etc. Ces trois techniques sont généralement combinées pour combattre la maladie, mais il existe d'autres méthodes thérapeutiques. On va distinguer l'hormonothérapie pour traiter un cancer hormonodépendant. On va distinguer l'immunothérapie pour stimuler les défenses immunitaires contre le cancer. On va distinguer la greffe de moelle osseuse pour guérir certains types de leucémie. Et encore les inhibiteurs d'angiogénèse qui empêchent la formation de nouveaux vaisseaux sanguins pour éviter l'irrigation de la tumeur.